Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing, chers amis, ravi de vous retrouver mardi 11 août 2026, alors que le cours du Bitcoin continue de répéter son schéma cyclique du précédent bear market, les mois de juillet, août 2022, alors que, et regardez le graphique ici qui se trouve sur mon écran, derrière mon superbe ultra wide sur lequel je vais passer dans un instant, toutes ces barres rouges là sur le graphique du Bitcoin correspondent à ce que fit Bitcoin dans le passé, lorsqu'il arrivât, le T est de trop, lorsqu'il se présenta dans cette période, mi-août, allez, parfois fin août. Vous allez voir, c'est passionnant. En tout cas, c'est une période à suivre pour potentiellement terminer cette reprise qui a commencé le 1er juillet. Alors certains pensent que le 1er juillet, c'est la fin du bear market. Moi, vous savez que je pense que pour un certain nombre de raisons cycliques, temporelles, c'est trop short et qu'il manque cette dernière phase de faiblesse. Et justement, à partir du 13-14 août, on va rentrer dans cette période où peut-être cela pourrait se produire en cette semaine ultra chargée. Enfin, ultra chargée, j'exagère. Et parfois, il ne faut pas trop exagérer, parce que lorsqu'on exagère trop, lorsqu'on utilise comme ça des mots qui sont trop forts, des adjectifs qui sont trop forts, des adverbes qui sont trop forts, des expressions qui sont trop fortes, elles perdent de leur valeur. C'est une semaine chargée sur le plan des fondamentaux. Pourquoi? Parce que déjà, bien sûr, toute l'actualité géopolitique, le prix du pétrole, le prix du gallon, la navigation au sein du détroit d'Ormuz, donc les perspectives de politique monétaire de la Réserve fédérale, mais c'est une semaine chargée parce que vous avez des mises à jour de l'inflation américaine, l'inflation CPI, l'inflation PPI, et comme la Fed reste data dependent, ça va avoir un impact sur les taux, sur le dollar. Bon, sur le marché action qui, lui, a encore fait de nouveaux records, le marché action US, mais aussi le marché action européen. Bitcoin, lui, complètement déconnecté, il suit son propre cycle. Vous connaissez la chanson. Pour le Clarity Act, j'en redis un mot pour ceux qui ne m'ont pas suivi depuis la semaine dernière. Donc, oui, la session législative est terminée aux States, au Sénat US, ils sont tous partis. Ça reprend le lundi 14 août. Et la bonne nouvelle, pour ceux qui ne savent pas, c'est que le mardi 15 août est inscrit à l'agenda. Donc le mardi 15 septembre, pardon, le mardi 15 septembre, je me reprends, le mardi 15 septembre est inscrit à l'agenda du Sénat US à un vote de clôture des débats sur le fameux Clarity Act. Et bien sûr, là, même s'il n'y a plus de session législative aux States, ça négocie encore pour arriver à un texte qui permettrait d'obtenir les 60 voix nécessaires, donc quelques sénateurs démocrates en plus des 53 républicains. Ce serait pas mal d'ailleurs qu'il y ait un vote favorable le mardi 15 septembre, parce qu'on serait pile poil dans les métriques moyennes de durée habituelle de bear market. Donc voilà, si ça pouvait être le bon moment. Imaginez, je sais pas, si là, justement, en accord avec ce qu'on observe en général à partir de la mi-août, il y a ce dernier moment de faiblesse. Alors, sur l'ancien bear market, par exemple, en 2022, ça avait vraiment commencé. Le point haut avait été fait vers le 15-16 août, la cassure de support le 19 août, et puis on était parti pour le dernier mouvement de faiblesse. Alors, est-ce que nous, on va avoir un dernier mouvement de faiblesse entre 15-20 août et 15 septembre, et que 15 septembre, vote favorable du Clarity Act, ça y est, le bear est terminé, boum, ça repart. On va suivre ça, ça va être passionnant. Donc, dans cette nouvelle édition du CTB, je vais commencer par vous faire un point sur les temps forts fondamentaux de la semaine et bien sûr illustrer tout ça. S&P 500 qui a fait de nouveaux records jusqu'au petit aller, on va reparler les techniques, on va reparler valorisation. Je vous fais un point sur la tech US, sur sa valorisation, sur les semi-conducteurs, sur l'action SpaceX qui essaie de trouver un bottom après avoir corrigé de 60% depuis son introduction en bourse. Le message du dollar américain, le fameux M2. Ensuite, j'ai commencé à le faire la semaine dernière, donc mes comparaisons cycliques de bear market, semaine après semaine, j'actualise ça en multicritères, en comparant au bear market du passé et en faisant une translation avec les dates de notre époque actuelle. Donc ça, vous connaissez mon tableau de comparaison, je l'ai mis à jour, vous allez voir, donc c'est passionnant, on va voir où est-ce que nous en sommes. Le graphique qui est ici sous vos yeux, que je vais vous présenter avec un gros focus sur cette période, justement, mi-août, qu'est-ce qui se passe? 13, 14, 15, 16 ou 19 août. Bon, en général, c'est une période où on peut avoir un top important. Un top important à suivre. En tout cas, non, mais c'est statistique, hein, c'est pas juste tracer des traits, se dire, non, en général, il se passe quelque chose. Pas tout le temps, mais dans les bear markets, en tout cas, ça a souvent été quelque chose d'important autour de mi-août. Donc, je vais vous montrer tout ça. Je refais un point sur mes 3 Magic Indicators pour le bottom final. Et je vais vous parler de XRP, de FET et de ETH. Pour quelles raisons?
parce que vous me les avez demandés dans les commentaires et je vous en remercie. Et je vous invite à nouveau à laisser plein de noms d'alt dans les commentaires et je prends les 2 plus demandés, les 2 qui sont le plus demandés et j'en parlerai donc la semaine prochaine. Merci à toutes et à tous. On attaque cette nouvelle édition du Cryptos Technical Briefing. Chers amis, j'ai une offre exceptionnelle qui est valable jusqu'au 31 août prochain, le 31 août 2026. Alors accordez-moi votre attention. Vous comptez exploiter la fin à venir qui est proche du marché baissier cyclique, du cours du Bitcoin ou encore votre plateforme crypto actuelle, malheureusement, n'a pas obtenu l'agrément MiCA. Chers amis, la plateforme OKX qui, elle, a sa licence européenne MiCA, propose, et c'est valable jusqu'au 31 août prochain, un bonus de 8% sur tous vos dépôts. Oui, un bonus de 8% sur vos dépôts sur la plateforme OKX. C'est pas un rendement annuel garanti, c'est pas un gain sur vos investissements. Je vous donne un exemple. Vous déposez 1000 euros, boum, 80 euros de bonus. Vous déposez 10 000 euros, boum, 800 euros de bonus. Vous déposez 50 000 euros, boum, vous faites le calcul, oui, 4 000 euros de bonus. Alors attention, c'est plafonné jusqu'à 5 000 euros de bonus, dépôt minimum de 10 euros, et ce bonus sera versé toutes les 2 semaines pendant un an. Chers amis, n'hésitez plus, foncez, franchement, un bonus de 8%, c'est unique dans le marché, et en plus, c'est un secret de polichinelle, c'est de notoriété publique. OKX fait partie des plateformes avec les frais de trading crypto, spot et levier les plus bas du marché. Toutes les infos avec mon lien officiel en description. C'est parti mon kiki, grosse semaine sur le plan des fondamentaux. Comme d'habitude, la géopolitique, ça c'est en trame de fond, les déclarations des uns et des autres. Il n'empêche, je vous en parle un peu moins ces derniers temps, mais il n'y a pas grand-chose qui passe à travers le détroit d'Ormuz, hein. Moi, je regarde toujours les différents baromètres, indicateurs, données statistiques qui remontent de la navigation et du transport de pétrole et de GNL. Ah oui, hein, c'est toujours quasiment proche de zéro, donc forcément, avec le temps qui passe. Alors, il y a des routes alternatives, il y a même un transport par camion massif qui est organisé par exemple par l'Arabie Saoudite, mais au final, cela ne remplace pas quand même. Donc le pétrole a tendance à rester quand même en zone d'alerte rouge. C'est une semaine d'inflation aux States, aux Statos d'ailleurs. Alors, si je fais la synthèse des statistiques de l'emploi, de l'inflation qui sont tombées aux États-Unis d'Amérique depuis une dizaine de jours, vous pouvez noter que grosso modo, on est toujours à équi-probabilité, une chance sur deux, d'avoir soit un statu quo, soit une hausse de taux en septembre, sachant que la fête de Kevin Warsh, et notamment Kevin Warsh, fait tout pour ne pas monter les taux, pour trouver un contexte, mais à un moment ou à un autre, il faut des chiffres de l'inflation qui le permettent. Je vous l'ai déjà dit, la Fed, elle est data dependent. Donc tout ça va quand même compter parce que si vous voulez, nous ici, là, dans cette émission CTB, pardon. Ouais, comme j'ai d'autres émissions, je confonds parfois. Dans cette émission CTB, l'idée, moi, ce que je cherche à faire avec vous, c'est d'aller identifier quelle sera de manière le plus précis possible la semaine. Je ne vais pas vous dire le jour, ni l'heure, ni la minute du point bas du bear market, mais grosso modo qu'on puisse identifier quelle sera la semaine du bottom. Et il y a une fenêtre de tir, donc je la situe 15 septembre, 15 novembre. Voilà, 15 septembre, 15 novembre, c'est ma fenêtre de tir. Elle est large pour l'instant, je vous l'accorde, mais on va l'affiner. Justement, c'est grâce à ces données fondamentales et techniques, on va réussir à resserrer petit à petit. Et donc forcément, toutes ces données qui vont tomber, les décisions de politique monétaire des banques centrales de septembre, notamment la Fed et la BOJ, vont décider si ce sera plutôt le début de la fenêtre temporelle ou la fin de la fenêtre temporelle. Souvenez-vous, la fin de l'ancien bull run, où le principe était le même, il y avait une fenêtre temporelle qui était fin septembre et mi-novembre. Le sommet était fait le 6 octobre. Ça a été plutôt dans la première partie. Et on ne répétera pas forcément le schéma. Ce sera peut-être au début, au milieu, à la fin, on ne sait pas. En tout cas, moi, ma certitude, c'est qu'on sera dans la fenêtre. Donc, beaucoup de chiffres vont tomber et ces chiffres, ce sont ces chiffres qui vont décider quand est-ce qu'on marquera le vrai point bas. Donc, les décisions des banques centrales, influencées par les chiffres de l'inflation de l'emploi, et bien sûr, bon, la géopolitique toujours en trame de fond, mais ça influence le prix du pétrole, qui influence le prix du gallon, qui influence l'inflation, notamment l'inflation CPI, l'inflation nominale. Voilà, donc les banques centrales, ok. Et puis, bien sûr, le grand rendez-vous politique de rentrée, mardi 3 novembre, les élections US midterm, élections de mi-mandat US. Il faut que vous ayez en tête ces trois dates qui comptent. 16 septembre, décision de la Fed, 18 septembre, BOJ, 28 octobre, Fed, 3 novembre,
élection de mi-mandat US. Et oui, et sans oublier, mardi 15 septembre, le vote de clôture qui nécessite 60 voix au Sénat US sur le Clarity Act. Donc vous avez tous bien retenu, 15 septembre, 16 septembre, 18 septembre, 28 octobre, 3 novembre. Ces 5 dates seront sous l'influence de tout un tas de statistiques. Donc là, comme je ne peux pas tout vous montrer, je vous ai rassemblé celles qui comptent avant le 16 septembre, parce que le 16 septembre, c'est la Fed. Donc je viens de vous montrer qu'il y avait pour l'instant une chance sur deux d'un statu quo ou d'une hausse de taux. Et qu'est-ce qui va décider? Tout ce que vous avez sous les yeux. Voilà, est-ce que vous me suivez? Donc tout ce que vous avez sous les yeux va le décider. Et là, nous sommes, en tout cas quand j'enregistre la vidéo, mardi 11 août. Vous allez peut-être la regarder après. Et ce que vous pouvez noter sur ce tableau, c'est qu'on a déjà le 12 et le 12 et le 13 des chiffres. Donc ces chiffres sont ceux de l'inflation US selon le CPI, car je vous rappelle que l'inflation US est reportée par trois grands indices d'inflation, dont un que regarde en particulier la Fed, et dans ce particulier, eh bien, une certaine représentation. Donc c'est CPI, PPI, PCE. La Fed regarde surtout le PCE et surtout le Trim Min PCE. Voilà, bon, c'est quand on le sait, ensuite c'est facile, hein. Donc cette semaine, c'est le CPI. Qu'est-ce qu'on veut voir? On veut pas, on va pas rêver. On veut pas une baisse de l'inflation nominale. Bon, là, le consensus l'anticipe, mais il faut pas déconner. Enfin, on verra bien. Why not? Ce qu'on veut voir, c'est une stabilité de l'inflation sous-jacente qui avait donné un bon chiffre en droppant à 2,6 à la dernière mise à jour. Là, j'aime pas voir un consensus optimiste, mais bon, tout ça pour dire que il faut une inflation CPI sous contrôle. Vous allez me dire, ça va être chaud avec un prix du gallon aux States actuellement à 4 dollars en moyenne, alors que le prix normal, si vous voulez, le monde d'avant les opérations militaires contre l'Iran, c'est 3,15 $. La moyenne il y a un an du prix du gallon aux États-Unis. Ça dépend des États. Plus tu es loin de là où on produit du pétrole, le pétrole, grosso modo, on le produit là. Plus tu es proche, bah, au Texas, c'est 3,5 dollars en moyenne le gallon. En Californie, c'est 5,60. Ah, ça coûte un bras. Enfin, ça coûte un bras. Ça reste toujours moins cher qu'en France. Donc voilà, donc tous ces chiffres, bien sûr, la Fed data dependent, tout ça, tout ce bordel, ça va jouer, le prix du pétrole. Le prix du pétrole, je vous le remonte rapidos, mais bon, voilà, enfin, ça change tous les jours, mais le prix du pétrole reste, donc je vous remonte ma cartographie, pardon. Cartographie. Eh bien, il est toujours en zone d'alerte rouge. Voilà, il est là, il est juste là, et donc il est entre 80 et 87, c'est pas bon. Voilà, mais en même temps, là, il y a pas grand-chose. Alors, ils ont arrêté de se balancer des missiles et des drones. Enfin bon, de temps en temps, il y a un petit drone qui passe, un petit missile aussi. Mais ce que le marché regarde surtout, c'est qu'il y a pas grand-chose qui passe à travers le détroit d'Ormuz. Ça commence à être un peu compliqué. Donc, en gros, p ce que je pourrais vous dire, c'est que plus tôt le prix du pétrole revient là, plus la probabilité que le bear trouve son bottom final dans le début de la fenêtre est important. Plus le pétrole se maintient à un niveau élevé, plus, eh bien, le bottom du bear risque de se faire à la fin de la fenêtre temporelle. 15 septembre, 15 novembre. Ah, on est le 11 août, hein, les potos, c'est pas si loin que ça. C'est pas si loin que ça. OK, donc great. Alors le S&P 500, ah incroyable, nouveau record historique. Et oui, nouveau record historique du S&P 500. Aucun support n'est cassé, ni en données mensuelles, ni en données hebdomadaires, ni en données journalières. Toujours bullish en weekly au-dessus des 7580, à court terme au-dessus des 7650. Alors, je ne vais pas vous faire une émission spéciale sur le S&P 500, mais la question que vous pouvez vous poser, elle est légitime. Alors déjà, le S&P 500 suit son propre cycle, Bitcoin son propre cycle. Les corrélations agissent comme ça de temps en temps, mais la tech et les semi-conducteurs n'ont pas du tout le même parcours que Bitcoin, et tant mieux. Bitcoin suit son propre cycle. Bitcoin est influencé par ses propres fondamentaux, et notamment cycliques, et aussi de participation, et aussi réglementaire, participation institutionnelle. Les corrélations, c'est-à-dire marché action, taux d'intérêt dollar, arrivent maintenant après. Ça, pour moi, ça c'était une bonne nouvelle, parce que ça permet vraiment qu'on reste dans cette approche cyclique, la seule qui nous permet de nous projeter, et finalement un des seuls actifs cotés en bourse qui a un tel cycle, qui donne une telle visibilité. Donc le S&P 500, malgré tout, s'il se prend un jour une énorme claque, bon, forcément, les corrélations agissent quand même, au moins à court terme. La question qu'on peut donc se poser, c'est, il fait encore un nouveau record, est-ce que cette fois-ci, est-il définitivement 1000 fois trop cher? Va-t-il s'en manger une? Bah, écoutez, non. Première chose que je veux vous montrer, les résultats d'entreprise du second trimestre sont terminés. Donc pour 90% d'entre eux, c'est du archi solide. Le deuxième trimestre 2026 écrase. On n'a pas vu un tel trimestre depuis 2021.
Donc les résultats sont archi solides, les anticipations de profit sont revues en hausse et c'est pas que la tech, le secteur de l'énergie, communication services, consommation discrétionnaire, information technology, ça envoie de la croissance des profits partout aux States. Ça envoie de la croissance des profits, le second trimestre est solide, les perspectives de profit sont solides et regardez comme c'est intéressant, alors que le S&P 500 fait de nouveaux records historiques, alors que le S&P 500 fait bien donc de nouveaux records historiques, il est de moins en moins cher. Selon le PE forward est retombé à sa moyenne des 10 dernières années. Donc, comment expliquer ça? Est-ce que vous me comprenez? Le fait que je vous dis que le marché action fait un nouveau record historique, mais pour autant qu'il est de moins en moins cher. Ben, c'est parce que même si son prix augmente, les perspectives de profit augmentent tellement plus qu'au final, lorsque vous faites le prix du marché par rapport aux perspectives de profit, ça baisse. Donc, bah, logiquement, eh bien, je continue de vous dire que il y aura toujours des corrections à court terme, il y aura toujours, regardez, corrections, des ranges, mais in fine, bah, ça monte. Voilà. Donc tout ça pour dire qu'il y aura toujours des retours sur support, mais que ce sont des opportunités et que, eu égard aux fondamentaux prospectifs, ce marché, même s'il y aura toujours des corrections court terme, hein, il n'y a pas à me crier dessus parce que ah, aujourd'hui ça baisse de 1%, rien à cirer parce que après ces corrections de court terme, ça reprendra la tendance haussière de fond. Ce marché ira chercher 8000 points et probablement même au-delà. Par exemple, si on raisonne en termes de PE forward ou de PE chiller, les 8000 ne seraient qu'une formalité. Voilà, donc tout ça pour dire que pour le moment, eh bien le marché action US poursuit sa tendance haussière, soutenue donc très largement par la tech. Alors, beaucoup se posent la question, la tech, les semi-conducteurs, alors il y a beaucoup d'industries dans la tech, mais essentiellement les semi-conducteurs ont fait des parcours boursiers verticaux. C'est une bulle. Je vous remonte simplement là, j'ai sélectionné le top 12, donc c'est le top 12, c'est le top 22 des des secteurs, donc information technology, communication services, donc c'est la tech au sens large et avec un classement selon PE Forward. Et vous voyez, par exemple, vous prenez Micron, qui est un des 3 leaders mondiaux avec Samsung et SK hynix de la mémoire vive, IA, la fameuse mémoire vive HBM. Eh bien, un PE Forward de 5, c'est quasiment gratuit. Le PE Forward du SP500, c'est 20. Un 5, c'est gratos, alors que le machin a été en hausse verticale. Donc, il y a, si vous voulez, bon, c'est un sujet qui est un peu différent de la crypto, mais malgré tout, la bulle semi-tech n'est pas prête d'exploser, tout simplement parce que pour l'instant, on n'est pas du tout dans une euphorie de valorisation. Voilà. Donc, on pourra très bien avoir encore une année 2027 bullish sur le tech et les semis, hein. Beaucoup de collapsologues, beaucoup de pessimistes, mais en fait, beaucoup de pessimistes, c'est parce que leur métier, c'est d'être pessimiste. Et donc, comme ils sont pessimistes depuis 10 ans, à un moment ou à un autre, ils auront raison, parce qu'à un moment ou à un autre, on sera en haut de cycle, en haute valorisation, etc. Eux viendront vous dire, ah bah je vous l'avais dit, ça allait s'effondrer. Ouais, mais mec, ça fait 10 ans que ça monte. Et moi, je viendrais vous dire, ah bah là, il était temps d'entrer en correction majeure parce que la valo est ultra excessive. Pour l'instant, c'est pas le cas. Voilà. C'est 2 approches. Vous savez, il y a des permaboules, des permabères et des pragmatiques réalistes méthodologiques. Moi, je suis pas permaboule, hein. Regardez, hein, sur Bitcoin, ça fait quand même, des mois que je vous dis on est en bear market, le machin a droppé. Moi, je suis pragmatique, réaliste, et méthodologique. Voilà, donc je ne suis pas permaboule sur le S&P 500. Je vous dis qu'il continuera de monter tant que sa valorisation n'est pas excessive. Et bien sûr, bon, s'il y a une troisième guerre mondiale, il arrêtera de monter. D'accord? Les chocs exceptionnels, les signes noirs, et cetera, ça, bah, oui, forcément. Mais bon, si le boulot d'un pessimiste, c'est de se lever chaque matin et de prier: «Ah, j'espère qu'il y a un choc mondial, que le marché s'effondre», ça c'est enfin, je veux dire, tout le monde peut le faire, c'est super facile. OK, donc dollar US, liquidité. Le dollar américain, ça, je vous le montre souvent si vous me suivez parce que vous savez que une des constantes des précédents bear markets, c'était que ces bear markets s'accompagnaient d'un breakout bullish du dollar US, donc des bear markets Bitcoin, du fait des corrélations. Mais comme là, les corrélations agissent de moins en moins, mais malgré tout, sur ce bear market, il n'y a pas eu de breakout haussier. Et donc là, c'est vrai que je regardais ce qui s'était passé ici en août 2018 ou en novembre 2021. Et là, bah, avec le rejet récent du dollar, il n'y a pas eu de breakout. Donc, voilà. Mais ça va dépendre aussi beaucoup de ce que fera la Fed, donc du prix du pétrole, donc de la géopolitique, etc., etc. Mais voilà, somme toute, donc le dollar reste sous résistance. Et la conséquence de tout ça, c'est que la liquidité mondiale M2 étant en fait la liquidité de tous les pays, mais donc
pour pouvoir comparer ce qui est comparable, il faut tout convertir en dollars, la valeur du dollar joue, eh bien, ça permet au M2 de faire de nouveaux records. Et moi, j'aime beaucoup le fait que, là, regardez, on a un M2 qui pousse jusqu'à la mi-août, et donc le M2 nous dit toujours qu'on a un dernier drop jusqu'à mi-septembre. Et alors, si on a vraiment un dernier drop jusqu'à mi-septembre, bah, c'est que ça, on viendrait quasiment coller. Rappelez-vous, la durée moyenne d'un bear market, c'est 365 jours. Ça peut être un peu moins, un peu plus. Si on arrive mi-septembre, bah, on est à 350. Ça serait pas mal, franchement. Alors, et mi-septembre, c'est le début de 9 fenêtres. Voilà, mais ce sera peut-être après. Hein, attention, hein, le M2, vous savez, ça marche dans 3 cas sur 4. Un quart du temps, ça marche pas. Attention, hein, plusieurs outils. Tout ce qu'on sait pour l'instant, enfin, ce que moi je pense savoir, c'est. Alors, après, il y a ceux qui disent, il y a ceux qui pensent que non, non, le bear est déjà fini. Il y a ceux qui disent que ça y est, le bear est fini depuis le 1er juillet, la divergence, etc. C'est un bear market qui serait terminé le mercredi 1er juillet serait un bear market extrêmement court. Extrêmement court. Je crois autour de. C'était. Bah, attendez, on peut le refaire. On peut le refaire. Hello, ma durée du bear. Voilà. J'arrive sur les autres trucs. Décidément, voilà. Si je reprends ça, donc là, nous sommes. Donc, ce mardi 11 août, nous sommes à 309 jours de bear market. Donc vous voyez que là, celui-là avait duré 363, 376. On est à 309. Et donc, si moi je reviens, si je reviens au 1er juillet, ça faisait 267. Bon, alors, moi je vous disais que j'étais ni permaboule, ni permabère. Ça c'est vrai. Par contre, je suis quand même un optimiste, hein. Voilà. Donc, on peut me mettre dans la catégorie des optimistes, pas des pessimistes. Moi, je me lève chaque matin, j'ai à la patate, je suis hyper heureux, j'adore ce qui va se passer dans ma journée, et voilà. J'ai pas du tout besoin de malheur pour être heureux. Non, mais je dis ça, ça peut vous faire marrer, mais il y a beaucoup de gens, et scannez un peu votre entourage, je suis sûr que tout le monde peut me citer une personne qui a besoin d'un malheur ou d'un malheur d'un autre pour lui-même être heureux. Voilà, mais moi je suis pas comme ça. Donc tout ça pour dire que même moi qui suis dans la case des optimistes, 267 jours pour un bear, donc mercredi 1er juillet, un bottom à 57 750 dollars. Donc mercredi 1er juillet, un bottom à 357 000, à 550 à 57 500 dollars. 267 jours, c'est un peu short. C'est trop court. Après, c'est peut-être ça que le piège du marché. Donc, moi, vous connaissez mon truc. J'étais pour la reprise de juillet. Maintenant, ce que je sais, c'est que sur août-septembre, il peut se passer un truc. Je ne suis pas pour un effondrement à 40K, hein. Je suis pour qu'on marque un dernier bottom, ou peut-être qu'on vienne retester plus bas, en tout cas, un moment ou un autre, d'ici fin septembre, qu'on revienne un peu par ici. Voilà, dans cette espèce d'ailleurs, dans cette espèce de compression en wedge. D'ailleurs, j'aime bien parce que on avait à peu près, là je suis en log, hein, on avait à peu près donc là une pattern assez similaire sur la fin de l'ancien bear market. Voilà, donc alors on n'est pas loin, hein, c'est cool les poteaux, hein, vous voyez, la petite fichette jaune là, la petite fichette jaune de DCA après 3 ans de hausse, fichette jaune 3 ans de hausse, fichette jaune 3 ans de hausse, elle arrive, elle arrive, elle arrive, elle y est presque, mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Donc voilà, moi je pense qu'il manque, c'est un dernier bottom. Bah, voilà. Venez pas me gueuler dessus si on n'a pas le dernier bottom et que j'ai eu tort, hein. Je vous garantis rien, j'ai mon analyse. Voilà. Et moi-même, j'ai déjà commencé à rentrer dans le marché, dans un certain nombre d'altes, hein. Donc attention, hein. Je suis pas le mec qui dit attendez la semaine pile poil précise de la fin du bear pour payer. Il y a des altes qui n'ont rien à secouer de Bitcoin, hein, qui ont des structures complètement différentes. Voilà. Donc voilà. Donc moi je trouve ça propre, ces compressions. Vous voyez qu'on va à un moment ou un autre, on va arriver sur la partie finale, voilà, et puis c'est cool. Et puis c'est cool. Donc, alors justement, où est-ce qu'on en est un peu dans cet aspect temporel? Donc là, c'est un tableau que j'ai à nouveau mis à jour. Donc vous voyez qu'il y a un seul critère qui dit que le bear market est terminé, c'est en nombre de jours après le halving. Celui de 2014 avait terminé son bear à 776. Là, nous, on a aujourd'hui, alors aujourd'hui, mardi 11 août, nous sommes 843 jours après le halving, le précédent donc, et 309 jours depuis le début du bear. Donc vous voyez que de toute façon, si on s'était arrêté à 267, 1er juillet, c'était déjà le plus court. Mais même si on s'arrêtait aujourd'hui, maintenant, à 309, alors il faudrait faire un nouveau plus bas, hein, pour valider 309, ça reste très court encore. Voilà. Donc voilà, là j'ai toujours alors, je dis 15 septembre, 15 novembre, parce que bon, il y a d'autres critères, mais selon ces deux critères temporels, durée totale du bear et fin du bear au nombre de jours après le précédent halving, voilà, ça vous savez que ça donne la fenêtre 25 septembre, 18 octobre.
le 365 jours pile, c'est 6 octobre, hein, le bear market ayant commencé le 6 octobre 2025, 6 octobre de 2026. Voilà, donc là, pour l'instant, nous sommes dans ces critères-là. Là, je vous montre ce graphique qui aligne les cycles en tenant compte de la durée absolue, donc en nombre de jours du bear market. Et vous voyez donc, mais c'est ce que je viens de vous montrer avec mon tableau, hein, c'est voilà, tout ce que je viens de vous montrer là, 406, 363, 376, durée totale du bear, bah voilà. Vous voyez, c'est ici donc hein, 366, 373, 406. Donc c'est par là. Nous on est là. Là on est à 309. Donc vous voyez qu'il manquerait encore ce fameux dernier bottom. Et puis alors, derrière, regardez, hein, tous les voilà, tout repart. Tout repart, tout repart derrière. Donc, c'est pas non plus, voilà, nous approchons de là. Donc ça, c'est 2027, 2000 tout ça, tout ce bordel-là, c'est ce qui nous attend pour 2027, 2028, 2029. Ça va être sympa. 2027, 2028, 2029. Ma foi, ça sera, sympathique. Non, d'ailleurs, regardez, là, je vous montre les je me suis amusé à regarder donc les différents mois d'août et les dates qui comptaient, les dates où ont commencé les derniers drops. Donc là, mercredi 13 août, on a commencé un drop. Samedi 24 août, dimanche 13 août, samedi 13 août. D'ailleurs, là, je compare vraiment à l'ancien bear market. Voilà, samedi et ensuite on a fait le dernier bear, samedi 13 août. Alors là, nous, on est le 11 août. Voilà. Alors là encore le 13 août. Là, le 24. Là, c'était le 13 revient souvent, hein. 13 août 2025, début du drop. 13 août 2023, début du drop. 13 août 2022, début du drop. 16 août 2020. 15 août 2019. 2 août 2018. Là, l'ancien, ce bear-là, ça avait été carrément début du mois d'août. Bon, mois d'août, septembre, vous savez de toute façon que la saisonnalité n'est pas top. Et souvent, ça peut être donc le début d'une phase de dernier bear. Alors, ce sera peut-être. Certains me disent, mais sinon, ce sera le piège, tu verras, tu verras. Peut-être, on verra. Tout ce que je dis, c'est qu'il va falloir être prudent. Voilà, il va falloir être prudent parce qu'on va rentrer dans cette phase-là de voilà, donc ça, c'est le coût de production moyen par bitcoin. Bah, voilà, on s'accroche comme d'ailleurs la fin des anciens bears, hein, on s'accroche, on s'y accroche. Voilà, ça, je vous l'ai déjà montré 1000 fois, la phase d'accumulation finale, la couleur verte et cetera. Donc, bah, le fameux Sharpe ratio, moi, vous savez que j'attends, un basculement sous le Sharpe, sous moins 1,5 de Sharpe pour avoir enfin mon allocation finale. C'est repassé sous 60 600. Il y a quand même un prix, si vous voulez. Alors, si vraiment on fait le dernier drop, jusqu'où ça peut aller. Là, vous avez sous les yeux, c'est ce qu'on appelle le prix réalisé. C'est le prix moyen d'achat global. Quel que soit votre horizon de temps d'investissement, ce sont voilà, ça vient de la blockchain Bitcoin. Peu importe, c'est le coût moyen d'acquisition par Bitcoin. Ce qu'on sait, c'est que de bear market en bear market, on va de moins en moins profondément dessous et on y passe de moins en moins de temps. Là, on s'était carrément enfoncé dessus et on était reparti. Là, on a passé longtemps en dessous, on est reparti. Là, on est passé un peu moins longtemps en dessous, on est reparti. Et l'ancien bear market, en fait, on était collé dessus et on a basculé en dessous parce que c'était FTX, mais on n'est quasiment pas resté. Très, très vite, on est repassé au-dessus. Vous voyez, à chaque fois, c'est de moins en moins profond et de moins en moins long. Là, ma théorie, c'est qu'on va juste aller faire une touchette dessus. Là, c'est ce qu'on avait fait à l'ancien bear et on est finalement passé en dessous avec FTX. Et il est à 54 000. Donc voilà, je suis en train de me dire que si on fait donc ce dernier drop et que j'ai bien mon Sharp qui passe sous moins 1,5, ça pourrait être 54K. 54K d'ici donc, bah voilà, dans cette fourchette, 15 septembre, 15 novembre. Quoi. Voilà. Le CVDD toujours à 50K, lui il n'a pas changé, mais peut-être que lui l'attendre c'est un piège comme ce fut le piège d'attendre le terminal price. Mais par contre le prix réalisé 54K, je me dis quand même qu'à un moment ou à un autre on ira le chercher. Donc voilà, voilà. Alors entre-temps, est-ce que d'abord on remonte là? On verra bien, hein. Ça va être intéressant. En termes, pour moi, il va se passer un truc entre mi-août et fin août. Il y aura le point de départ d'un truc. Et maintenant, je vous donne mon avis sur quelques alts que vous m'avez demandé. ETH, bah, rien de plus à ajouter que la semaine dernière, ETH, puisqu'en fait, bah, on est exactement ici, donc juin 2022, juin 2026. On avait fait une stabilisation après avoir retracé 76,6 de l'ancien bull. Là, 76,6 de l'ancien bull, hop, bah voilà, on fait une stabilisation au-dessus. Là, on a un prix qui est entre la Tenkan et la Kijun. Donc voilà, donc s'il y a vraiment le dernier drop, je pense qu'on retracera ça. Voilà, c'est de toute façon, voilà, entre 1450 et 1700, c'est une grosse zone de DCA, quoi. Entre 1450 et 1700, là, c'est au pire des cas, on fera ça et puis ça repartira. Mais bon, de toute façon, on est déjà rentré dans la zone de DCA sur ETH depuis un certain temps. Vous m'avez demandé FET et XRP.
On est FET et XRP. Alors, c'est intéressant. Alors, FET, c'est un jeton de l'IA. FET, c'est un jeton de l'IA. Je vous montre ici en termes de market cap. C'est toujours intéressant de raisonner en termes de market cap parce qu'avec la tokenomics, donc on n'est pas, le marché est quand même loin de son plus bas en termes de market cap. C'est un jeton qui repartira sur le prochain cycle, ça c'est certain. Sauf qu'il faut une phase de bottomisation qui soit longue, comme on avait eu à la fin. Donc, je vais passer en log pour vous montrer, hein. On a besoin d'une phase de bottomisation. Attendez, par exemple, la fin de l'ancien bear, c'était cette phase de bottomisation et oh, magnifique, la divergence. La divergence là, elle peut arriver. Moi, mon sentiment, c'est, je vais vous montrer ici en données journalières. Regardez, on est revenu prendre la mèche ici du 10 octobre. Rappelez-vous, le 10 octobre dernier, c'était la chute de tous les jetons. Essentiellement à cause de la liquidité Binance. Je pense qu'il faut qu'on tape la mèche, qu'on passe en dessous, qu'on fasse une div weekly. Donc là on y est presque, mais on n'a pas encore pris la mèche. Donc c'est 289 millions de dollars. Donc je pense que il faut aller prendre la mèche, il faut aller mècher la mèche, il faut passer un peu en dessous. Là, s'il y a une div, ça peut repartir. Si ça réintègre, c'est bien. Il y a eu beaucoup de configurations comme ça de prise de mèche qui fonctionnent bien. Donc potentiellement, là, on est en train de créer un gros range d'accumulation, mais je pense qu'il faut d'abord basculer en dessous, là, avant d'envisager quelque chose. Donc pour l'instant, ça me paraît encore un peu trop tôt. Et le XRP, lui, eh bien, je pense qu'il a besoin aussi d'une longue phase de latéralisation avant de repartir. Là, ça me paraît encore trop tôt. J'ai ce point que je note ici à 50 milliards de dollars de market cap. Et pour l'instant, rien n'indique qu'un point bas a été trouvé. Il faudrait au moins prendre le 78,6 de retracement. Donc là, on est à 63 milliards de market cap. Le 78,6 est à 57. Je paye, le XRP, je paye entre 50 et 57 milliards de market cap. Vous avez tout sur TradingView, hein, ce que je vous montre, hein. Il faut mieux raisonner en termes de market cap qu'en prenant un jeton d'un exchange en particulier, c'est trompeur. La market cap, ça trompe pas et ça tient compte de la tokenomics. Donc, ça se paye, retenez, ça se paye entre 50 et 57 milliards de market cap. Là, on est à 63. Donc, si ça se paye entre 50 et 57, enfin, selon moi, et qu'on est à 63, c'est que c'est pas encore le bon timing. Ça peut correspondre effectivement à ce dernier drop que j'envisage toujours sur le BTC. Bon, écoutez les potos, on s'arrête là et on va voir un peu ce qui se passe entre le 13 et le 20 août. Voilà, à partir de la mi-août, voilà, ça commence à être un peu touchy, donc on verra bien. Merci à toutes et à tous de votre attention.